Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans une nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui une consoeur qui est journaliste d'investigation et auteur d'un livre Abobo la guerre qu'elle vient de publier dans la collection Documents des éditions 1001 nuits. Bonjour Leslie. Bonjour Louis. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Vous faites ce livre Abobo la guerre, mais c'est pourtant fait par un chanteur très sentimental. Oui, Abobo la guerre, c'était le nom donné par Daouda le sentimental à cette commune d'Abobo. Il ne savait pas qu'un jour il y aurait de la guerre à Abobo. C'était juste Abobo la guerre, Yopougon la bagarre. C'est des histoires ivoiriennes qui sont vieilles des années 70. Mais malheureusement, là, pour le coup, ça a vraiment été Abobo la guerre. À Abobo, et ça a été une guerre vraiment très lourde avec ce fameux commando invisible et puis toutes les batailles qui s'en sont suivies pour la prise d'Abidjan et la chute de Laurent Gbagbo. Oui, ça a été une bataille. Tous les Ivoiriens ont souffert dans cette crise, mais les Abobolais ont souffert en premier et ont souffert plus durement que les autres. Au moins dans la première partie de la crise, où il y avait des combats réguliers entre l'armée de Laurent Gbagbo et le commando invisible. Et les habitants d'Abobo étaient pris en tenaille. D'accord. Et en plus, dois-je dire que Abobo, c'est un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan, et le plus peuplé et le plus pauvre. Donc déjà une population qui a affaire à de la misère, à de la souffrance, et par-dessus, il y a eu tous les morts de la guerre. Quartier nord d'Abidjan, majoritairement peuplé de Djoula, comme on dit couramment en Côte d'Ivoire, de Malinké également. Ouais. Et puis c'est également en partie la circonscription électorale de Madame Gbagbo, de Simone Gbagbo. C'est une petite partie, la circonscription électorale de Madame Gbagbo, c'est vers Anoukoua-Comté. C'est une toute petite partie, elle a eu ça en 2000, mais elle est présente. Faut lui rendre cette grâce-là, c'est que c'est la seule élite, la seule dame politique qui met les pieds à Abobo. D'accord. Mais c'est une toute petite partie, sinon la majorité d'Abobo, c'est quand même un fief de Malinké pour Ouattara. D'accord. Et quand vous parlez de Abobo la guerre, le sous-titre que je n'ai pas donné, c'est Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU. Ouais. Parce que vous estimez qu'il y a eu un jeu de dupes ou qu'il y avait un parti pris de la part de la France et de l'ONU sur le terrain? Le parti pris, dès le début de la crise électorale, on l'a vu. On se rappelle que Sarkozy a téléphoné à Gbagbo en lui demandant de rendre le pouvoir. On se rappelle que la fameuse phrase de Choy, j'ai certifié qui avait gagné les élections, mais je n'ai pas certifié le président ou le vainqueur. Enfin, c'était une phrase un peu ambiguë. Donc oui, ils avaient un parti pris. Maintenant, plus grave, ils ont quand même aidé Ouattara à lancer la guerre et à faire la guerre à Abidjan. Ils ont aidé Alassane Ouattara à taper sur sa propre armée, ce qui lui pose aujourd'hui des problèmes, parce que Alassane Ouattara n'a toujours pas d'armée. Et donc, oui, ils ont été très très présents. Ils ont été présents dans la création de l'armée et des FRCI. Ils ont été présents dans l'arrestation de Gbagbo. Ils ont été présents en coulisses tout le temps, et puis ils ont été présents à l'ONU pour faire voter la résolution 1975 qui va permettre de détruire les armes lourdes de Gbagbo. D'accord. Donc ils ont été très présents. D'accord. Quand on lit le livre, il y a un personnage qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est Ibrahim Koulibaly, le commandant IB, oui. Qui a fait tous les coups d'État en Côte d'Ivoire jusqu'à la résolution de cette crise. Comment vous l'avez perçu? Comment est-ce qu'il était perçu à Abobo, qui est quand même son fief? Ça, c'est très compliqué, comment il était perçu à Abobo. Je pense que dans un premier temps, le commando invisible, qui sont au départ tous des hommes d'IB, des anciens, des fidèles qui sont installés dans tout Abidjan, mais précisément à Abobo, et ils font une guerre de résistance contre l'armée de Laurent Gbagbo. Donc là, il est très bien perçu, parce qu'il aide la population, et la population résiste à l'armée de Laurent Gbagbo, et il gagne tous ses combats. Donc, pendant tout un temps, il va être très bien perçu. Après, lorsque Laurent Gbagbo est arrêté par les forces françaises, se pose un problème, puisque IB tient à Abobo et à Niama, et il n'a pas très envie de rendre le pouvoir sans négocier. Il pense, à juste titre d'ailleurs, qu'il a fait beaucoup pour cette bataille d'Abidjan. Il a permis au FRCI de rentrer par le corridor de Gesco, et c'est quand même lui le premier qui déstabilise l'armée de Gbagbo. Donc il pense
Il le dit lui-même d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais Alassane Ouattara, pour des raisons qui lui sont propres, et Guillaume Soro ne veulent rien lui rendre du tout. Il y a deux étapes. Dans un premier temps, on lui dit le combat est terminé. Avant même cela, la prise de la RTI, des antennes de la RTI, vous le décrivez dans le livre, je ne vais pas revenir dessus, mais pendant très longtemps, la légende, c'était que c'était les FRCI, les forces nouvelles, qui avaient réussi à prendre la RTI, à couper le signal de la RTI. Mais en lisant votre livre, L'Isolance, le commando invisible, et surtout les troupes de Laurent Gbagbo qui ont brisé l'antenne. Alors, parce qu'il y a deux choses. Il y a la prise de la RTI pendant la bataille d'Abidjan et puis il y a la bataille de l'émetteur. Et la bataille de l'émetteur, c'est bien le commando invisible qui va détruire, et qui va se battre pour détruire l'émetteur, à la demande d'ailleurs, ou avec l'accord de l'ONU et de la France, qui va détruire l'émetteur. Après, il y a une bagarre qui se passe dans l'émetteur, comme les forces de Laurent Gbagbo étaient toujours mortes de peur d'arriver dans Abobo et avaient tellement peur de ces soldats du commando invisible, parce qu'ils étaient invisibles, parce qu'ils étaient plus forts, etc., ils vont détruire eux-mêmes l'émetteur. Ça ne changera pas grand-chose, puisque l'émetteur réémettra 3 heures après, mais oui, les premiers Et puis il y a cette méfiance de la part des forces qui sont concentrées à l'hôtel du Golfe autour du président Alassane Ouattara et de Guillaume Soro pour fournir des armes au commando invisible, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils n'avaient pas autant d'armes que ça. Non, ils n'avaient pas autant d'armes. Toutes les armes qu'ils avaient, ils les prenaient aux forces de Laurent Gbagbo. Chaque fois qu'il y avait une bataille entre les forces de Laurent Gbagbo et le commando invisible, ils leur prenaient des armes. Donc ils ont combattu avec ça. Après, ça va beaucoup mieux quand ils prennent le 3e bataillon d'Anyama, parce que là, ils arrivent à prendre tout le matériel, les voitures, etc. Mais sinon, ils n'ont pas d'armes. Et Guillaume Soro ne veut pas leur donner des armes, puisqu'Ibé est son ennemi. Enfin, il faudrait raconter toute l'histoire de la rébellion, mais c'est quand même Guillaume Soro qui a pris la tête de la rébellion à la place d'Ibé, et c'est 2 frères ennemis qui se haïssent. Donc il ne va pas lui donner des armes qui pourraient se retourner contre lui peut-être, et voilà. D'accord. Mais pour revenir à la question sur la population, je pense que la population soutient Ibé jusqu'au jour où Ouattara est vraiment président, puisque la population s'est battue pour mettre Ouattara au pouvoir, et elle soutient Ibé jusqu'à ce moment-là, et ensuite elle commence à se poser des questions, et une partie de la population va trahir Ibé et va dire il faut qu'Alassane Ouattara soit en place, il faut qu'Ibé s'en aille. D'accord. Et quand on lui demande d'arrêter les combats, de venir faire allégeance, il accepte ou il n'accepte pas? Dans le livre, vous dites que pour lui, il n'a pas besoin que les forces de l'ONU viennent le chercher, il veut y aller lui-même, mais c'est interprété comme un refus de se rendre. Non, mais je veux dire, lui, au moment où il est tué, il a arrêté les combats, il n'y a déjà plus de combats. C'est une chose. Guillaume Soro ou ses Comzones l'appellent parfois pour leur demander des coups de main. C'est un peu à l'africaine, c'est-à-dire ils veulent le tuer, mais ils l'appellent quand même quand ils en ont besoin à Yopougon. Donc parfois il y a des petits commandants d'Ibé qui vont donner des coups de main aux Comzones de Yopougon, mais ils lui proposent rien. Alassane Ouattara et Guillaume Soro ne lui proposent rien. Ils lui demandent pas de faire allégeance, ils lui demandent rien du tout. Ils lui proposent rien. Ils savaient, à mon avis, j'ai des éléments qui me permettent de dire que le sort d'Ibé était scellé bien avant que les FRCI rentrent dans Abidjan. Ça va faire bientôt 1 an que la crise ivoirienne est terminée et que Alassane Ouattara est président. Ça fait à peu près le même temps que Ibrahim Koulibaly a été tué. Son corps n'a toujours pas été rendu à la famille. Son corps n'a pas été rendu à la famille, et la famille n'a toujours pas eu le compte-rendu de l'autopsie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là? Au bout d'1 an... Le général Gaye est resté combien de temps C'est vrai. Donc, et là aussi, c'est vrai que les circonstances de sa mort ne sont pas très claires. Chacun s'est rejeté la responsabilité de son assassinat. On n'a jamais su vraiment qui avait tué le général Gaye. Là, on ne connaît pas. J'ai réussi à remonter toute la journée d'Ibé, mais il me manque la dernière demi-heure. Néanmoins, quand on voit les photos, qui sont publiées d'ailleurs dans le journal de Guillaume Soro, et qui nous donnent des éléments, notamment qu'il y a un enfant qui est mort, et ça, cet enfant mort, la version officielle n'en parle pas. Mais dans la cour, sur cette photo-là, on voit bien un enfant qui doit avoir entre 8 et 10 ans, qui est décédé ce jour-là.
Il n'apparaît dans aucune des versions officielles. Et puis, quand on voit le corps d'Ibé, on sait qu'il n'a pas été tué au combat, on sait qu'il a été torturé. D'accord. Donc il a été pris vivant, torturé. D'accord. Donc selon vous, aujourd'hui, l'ONU et la France ont une part de responsabilité ou pas dans cette mort de Ibé? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de preuves, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'ONU a survolé toute la journée à très basse altitude toutes les positions d'Ibé, que ça l'a même gêné dans sa fuite. On sait que l'ONU devait venir l'exfiltrer, qu'elle ne vient pas. Alors j'ai posé la question à l'ONU, ils disent qu'ils ont perdu le contact. Enfin, c'est grand, là où il était, c'est grand comme un mouchoir de poche. L'ONU a des satellites, et puis surtout, l'ONU était tout à fait en mesure d'appeler Michel Gueux, celui qui commandait les opérations, pour lui demander où il était et d'arrêter immédiatement pour venir exfiltrer Ibé. D'accord. Oui, on peut se poser la question du rôle de l'ONU, et je rappelle aussi que les hélicos de Licorne ont survolé ce jour-là la zone du PK-18. D'accord. Quand vous voyez la situation aujourd'hui au Mali, avec ce pays coupé en deux, est-ce que ça vous rappelle la période de la crise ivoirienne également? Bien sûr, ça me rappelle la période de la crise ivoirienne, mais c'est pas ça qui me rappelle. C'est pas le fait que le pays soit coupé en deux qui me rappelle la crise ivoirienne. C'est que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Mali, Alassane Ouattara, qui est président de la CEDEAO, utilise les mêmes outils qu'il a utilisé pendant la crise ivoirienne, c'est-à-dire embargo, sanctions économiques. Or, on sait que ces outils n'ont pas marché. On sait que ces outils ont causé un tort infini à la population. On sait qu'en plus, la Côte d'Ivoire ne s'est pas relevée de ces sanctions économiques-là. Comment on va mettre un embargo, des sanctions économiques dans un pays comme le Mali, qui fait face à une crise humanitaire et à des problèmes de faim? Comment on peut faire ça? C'est criminel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme dans la crise ivoirienne, on nous parle de l'ECOMOG. L'ECOMOG, on nous en a parlé pendant combien de temps? La force d'intervention de la CEDEAO. Voilà. On nous en a parlé pendant combien de temps de l'ECOMOG? Bon, l'ECOMOG n'est pas venu. L'ECOMOG n'ira pas au Mali et ce serait une catastrophe qu'elle y aille. En plus, ils ont 2 ou 3 000 hommes. Donc, la France dit, on n'ira pas. Mais la France a dit aussi qu'elle n'irait pas dans la crise ivoirienne. Donc, on se retrouve avec les mêmes ingrédients, on se retrouve avec les mêmes solutions d'Alassane Ouattara, l'homme des solutions, mais il n'en a pas. Donc je suis très pessimiste sur ce qui se passe au Mali aujourd'hui. D'autant que, si je peux terminer, s'il fallait envoyer les COMOG, ça serait plutôt de l'envoyer dans le nord pour combattre les gens d'AQMI qui arrivent, plutôt que pour combattre le sud, où c'est un problème politique qu'on pourrait résoudre avec des négociations. Merci beaucoup Leslie Varenne. Je conseille la lecture de votre livre, qui va probablement susciter beaucoup de discussions, à la fois dans les médias et dans les chaumières. Abobo la guerre, Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Antenne du jour. À bientôt.